Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur l'antenne de Nurea TV. Je ne sais pas les Nuréens si vous avez suivi l'actualité OVNI des derniers jours, mais le 13 novembre ont eu lieu de nouvelles auditions du côté du Congrès nord-américain. C'est encore notre ami Fabrice Bonvin qui vient décrypter cette actualité pour nous. On se retrouve tout de suite sur Nurea TV. Bonsoir Fabrice et merci infiniment de nous retrouver à nouveau sur Nurea TV pour décrypter avec nous cette actualité UFO nord-américaine qui va de rebondissement en rebondissement. On essaie de suivre ça au plus près et grâce à toi, on le fait avec une analyse un peu plus pointue et puis cette connaissance aussi de l'ufologie anglophone que moi je n'ai pas forcément. Donc un grand merci de venir débriefer avec nous. Merci Guillaume pour l'accueil, toujours un plaisir. Eh ben écoute, plaisir partagé. Donc ce soir, on s'était retrouvé il y a un peu plus d'un an sur un événement dans le milieu ufologique et ces fameuses auditions au Congrès américain. On se souvient du principal protagoniste, David Grush, qui avait fait des révélations assez surprenantes puisqu'il parlait d'ovnis récupérés, il parlait même de corps non humains, d'entités biologiques non humaines. Bref, il y avait eu un retentissement mondial qui avait été repris par les médias mainstream d'ailleurs, qui avait fait parler du phénomène UFO. Et on avait suivi ça depuis plusieurs mois. On avait même refait une seconde émission tous les deux pour faire un petit point sur cette divulgation du côté nord-américain. Et là, le 13 novembre, il y a un nouvel épisode qui vient s'ajouter à cette divulgation nord-américaine. On va essayer de voir où tout ceci peut nous mener. Mais en tout cas, aujourd'hui, le but, c'est d'informer tout le monde sur ce qui s'est dit le 13 novembre et de voir comment le dossier avance. Tout à fait, tout à fait. Une nouvelle audience à la Chambre des représentants, donc une audience publique. Ça a été diffusé sur YouTube, entre autres. Les médias aux États-Unis en ont un petit peu parlé. J'ai vu qu'il y avait un article dans le Guardian. Je crois que dans un média français, on en a parlé aussi. Je ne sais plus si c'est CNews ou LCI. Il y a eu quelques relais des médias francophones, mais à vrai dire, il n'y a pas énormément de choses sur la toile pour s'informer sur ce qui s'est dit lors de ces audiences. Il n'y a pas eu grand-chose, effectivement. Donc, je suis là. Je vais tout vous expliquer. Que demander de plus? Voilà, première audience, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de retentissement. On avait Dave Grush, officier du renseignement, et on avait aussi deux pilotes, la crème de la crème, Top Gun, Dave Fravor et Ryan Grave, qui ont pu le voir de leurs propres yeux en OVNI, et même le poursuivre et l'enregistrer. Ça a donné lieu à des enregistrements qui ont été révélés par le New York Times, par des journalistes dont Leslie Kean, Ralph Blumenthal par exemple. Et donc ça fait beaucoup de bruit à l'époque. Et là, en fait, on est toujours dans ce processus de divulgation. J'ai toujours dit, c'est pas un événement en particulier, mais c'est un long processus sur plusieurs années. Il faut s'accrocher parce que c'est une bataille. C'est une bataille entre ceux qui veulent conserver le statu quo, c'est-à-dire le secret et la mainmise sur ces informations, et versus tous les acteurs qui souhaitent la divulgation. Ce sont des acteurs qui viennent du gouvernement, mais ce sont aussi des gens qui viennent de la société civile. Enfin, on le verra avec ces nouveaux témoins qui ont été auditionnés le 13 novembre à la Chambre des représentants. Ça continue encore hier ou aujourd'hui. Il y a eu une nouvelle audition, cette fois-ci par le Sénat. Cette fois-ci, c'est le directeur de l'ARO. L'ARO, tu sais, c'est l'organisme qui a été diligenté pour faire la lumière sur le phénomène OVNI, alors qu'on accuse de plutôt faire du cover-up ou de dissimuler des informations. C'est un peu l'image qu'on leur prête. Oui, mais je pense que c'est justifié. On va y revenir. On va y revenir. Et puis, donc, ils ont un nouveau directeur parce que l'autre était particulièrement mauvais et pitoyable et de mauvaise foi. Donc, ils l'ont remplacé par un nouveau qui s'appelle Koslowski, je crois. Il a un nom comme ça. Et puis, donc, il nous a sorti, je dirais, la soupe habituelle. Oui, il y a des objets qui sont inconnus, mais bon, la plupart des cas peuvent être expliqués. Il a dit que 80% des phénomènes reportés étaient des phénomènes de type ballon. Ensuite, c'était des oiseaux, des ballons sondes. Enfin,
Ouais, Ce mais qu'on entend depuis plus de 70 ans sur j'ai les envie ailes. de dire à la rigueur 80%, ok, mais moi les 20% qui restent m'intéressent fortement. Il reste plus grand-chose quand tu grattes. Même 1% suffirait à notre bonheur si c'est révélé et confirmé. Ouais, mais c'est trop demandé. Ouais, pour l'instant. Tout ça pour dire que ça continue. Voilà, ça continue. On se souvient que l'année passée, enfin, c'était au mois de décembre l'année passée, il y avait des textes de loi qui devaient rentrer en vigueur, demandant et même exigeant de certains organismes, mais en particulier je dirais les services d'espionnage, enfin les agences du gouvernement, qu'elles rendent publics des documents. Mhm. Et tous ces textes ont été retoqués. Il y a eu une levée de boucliers de plusieurs influents sénateurs. Et ce texte de loi a été grandement épuré. Et puis finalement, on a enlevé toute sa substance de ces documents et on n'a rien pu y faire. Mais ça aussi, c'est un autre volet. Et au-delà de ces audiences qui sont importantes, et on verra pourquoi, il y a aussi tout un effort pour faire changer les lois de manière à avoir plus de transparence sur ces phénomènes. Ces lois, elles visent le gouvernement américain. Qu'en est-il de ces grandes firmes comme Lockheed Martin ou autres sur les pressions et légalement ce qu'on peut les obliger à révéler de ce qu'ils savent ou de ce qu'ils possèdent en termes d'OVNI? Ah, c'était le but de ces textes de loi, c'était de contraindre le complexe militaro-industriel, c'est-à-dire aussi tous les acteurs du domaine privé, c'est-à-dire tous les contracteurs ou les contractants, c'est entre autres Lockheed Martin, pour pas le citer, parce qu'on suspecte et on sait même que c'est Lockheed Martin qui détiendrait des épaves d'OVNI et qui travaillerait sur des projets de rétro-ingénierie. Donc ces textes étaient, je dirais, forçaient vraiment ces sociétés à rendre au gouvernement américain ce qu'ils avaient en possession, si tu veux. Donc ça, c'est tombé à l'eau, les textes, C'est comme tu tombé à disais, l'eau. vidés de leur substance. Donc Oui. on n'est pas aujourd'hui en possession du côté américain de textes contraignant ces entreprises-là à divulguer. Non, ils sont incitatifs, mais ils ne sont pas contraignants. Ouais, Ils étaient contraignants, ils sont devenus incitatifs, donc ils n'ont plus aucune valeur. ok. Et il faut bien se dire que Lockheed Martin et toutes ces sociétés ne sont pas, disons, sujettes à la loi sur la liberté d'information. Donc, c'est-à-dire si en tant que citoyen américain, tu demandes à obtenir des informations, tu peux pas le faire auprès, évidemment, de ces sociétés du Hmm. complexe militaro-industriel. Tu peux le faire qu'auprès d'organismes étatiques. Et puis, tant bien même tu le fais, de toute façon, ils te renvoient des informations qui sont complètement caviardées. En Ou ils plus. disent qu'ils peuvent pas le faire. D'accord. Voilà. Mais on verra que Elon Musk veut changer tout ça, Eh bien, écoute, qu'ils nous surprennent favorablement. pour une fois. OK. Donc, cette audience s'appelait donc les PAN, United Anomalous Phenomena Exposing the Truth. La démarche est vraiment d'avoir davantage de transparence et puis de sensibiliser le corpus politique, mais aussi l'opinion publique à ce qui se passe. Une Euh, petite question, et après je vais te laisser dérouler parce que je oui. pense que tout le monde veut découvrir ta présentation de ces audiences. Qui est à l'initiative sur ce type d'audience? C'est les Euh, politiques qui convoquent des témoins, c'est des témoins qui font un peu pression pour être convoqués. ouais, alors là, c'est la députée Nancy Massey qui s'en Mhm. est occupée. Elle a fait un texte, c'était presque un texte de réquisitoire de 10 minutes. Elle y allait vraiment très très fort dans son introduction. Elle a accusé certains organismes d'avoir voulu empêcher la tenue de ces auditions, lui avoir aussi dissuadé de diffuser un document. Et on va parler de ce document qui s'appelle Immaculate Constellation. Donc oui, c'est à l'initiative des politiques, mais il y a toujours des tractations, si tu veux, en sous-main, Ouais. où on peut imaginer qu'il y a des agents influents. Je pense notamment à Chris Mellon. Chris Mellon qui a un rôle très important sous certaines administrations comme conseiller à la sécurité nationale, qui effectivement, de par ses réseaux, fait en sorte que ça se passe. C'est rarement une personne qui le décide, on va dire, c'est vraiment si tu veux, un groupement de gens qui vont dans un intérêt, tu vois, Ouais. qui militent pour une cause. Puis ce qui est intéressant dans le cas des ovnis, c'est que c'est bipartisan. Donc, tu as autant des démocrates que des républicains. Intéressant à souligner, la cause OVNI brise les frontières politiques.
Ouais, et puis c'est peu dire par les temps qui courent. Oui, il paraît que le continent nord-américain était un peu à feu et à sang ces derniers temps. Il y a un gros clivage au sein de cette société-là. Voilà, mais les ovnis sont rassembleurs et ça me fait penser d'ailleurs au discours de Ronald Reagan Tout à fait. aux Nations Unies. Tu te souviens, c'était je crois en 88 ou 89 où il disait que les ovnis pourraient effectivement unir l'humanité s'ils posaient une menace. Quel grand homme, ce Ronald Reagan. Quel bon acteur. Ok, si ça te va, je te présente les nouveaux témoins. On a un joli panachage. On a Tim Gallaudet. Tim Gallaudet est contre-amiral à l'US Navy. Il a pu prendre connaissance de documents importants sur des apparitions d'ovnis dans les océans. On retrouve cette notion d'ovnis qui sont transmédiums, comme ils disent aux États-Unis, c'est-à-dire qu'ils peuvent passer d'un état à un autre, peuvent autant être sous l'eau que dans l'atmosphère, que dans l'espace. Voilà, un phénomène qui navigue dans toutes ces conditions sans perturbation sur sa performance. Ensuite, bon, je ne présente plus Luis Elizondo. Luis Elizondo a dirigé le programme ETIP, qui était un programme secret sur les ovnis au sein du ministère de la Défense. Donc, il l'a fait de 2007 à 2012. Et puis, c'est avec lui que sont venues toutes ces révélations, d'ailleurs, sur l'existence du programme, mais aussi sur ces 3 vidéos qui ont été déclassifiées. Et c'est ce qui a abouti à cet article du New York Times de l'époque. C'est un des grands acteurs de la phase de divulgation qu'on connaît depuis 2-3 ans. Ouais, on peut difficilement passer à côté. Ouais. Il est passé à peu près partout sur Fox News, sur CNN. Il est passé aussi chez Joe Rogan. Enfin, voilà. Pouvez-vous rapidement me donner un aperçu de votre parcours? Mon parcours est le suivant. J'ai étudié la microbiologie et l'immunologie à l'université. J'ai intégré l'armée américaine et après un court passage dans le renseignement militaire, je suis devenu agent spécial en contre-espionnage en tant que civil. Plus tard, je suis devenu agent spécial en chef, menant des enquêtes principalement liées à la lutte contre le terrorisme et l'espionnage, avec une certaine expérience en contre-insurrection et en lutte contre les stupéfiants. En 2009, lorsque je suis revenu au Pentagone après un passage auprès du directeur du renseignement national, j'ai rapidement intégré un programme initialement appelé OSAP, qui a évolué pour devenir ce que l'on appelle maintenant ATIP. C'est dans le cadre de ce programme que nous avons obtenu les vidéos que nous connaissons aujourd'hui. Go Fast, Gimbal et FLIR. Cela faisait partie de nos efforts, monsieur. Donc, vous n'êtes pas un théoricien du complot. Vous avez en réalité un parcours légitime. Eh bien, monsieur, je ne suis certainement pas un théoricien du complot. Je me base sur les faits. Ensuite, on a Michael Gold. Je dois avouer que je ne le connaissais pas. C'est un ancien de la NASA. On sait que la NASA était impliquée sur les ovnis, mais de manière assez, je dirais, limitée. Enfin, a fait des déclarations, mais plutôt timides. Et puis, avait fait une conférence de presse il y a, je crois, 1 an et demi, 2 ans, où il n'en est pas ressorti grand-chose. Je ne vais pas parler de Michael Gold parce que j'ai trouvé son intervention assez faible, de nouveau. Il a principalement parlé d'intelligence artificielle, donc d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire des analyses sur le corpus de données sur les ovnis. Je trouvais ça assez bateau et pas très intéressant en termes de révélation. Ce qu'on attend à travers ces audiences, c'est effectivement des révélations. Ça va donner du grain à moudre, ça, à tous ceux qui pensent que la NASA en sait bien plus que ce qu'elle ne communique sur le phénomène OVNI. Oui, alors c'est l'avis de Tim Gallaudet d'ailleurs, de Michael Schellenberger. D'accord, donc les autres témoins sont un peu à charge contre la NASA. On est nombreux à penser qu'elle en garde beaucoup sous le coude, cette agence-là. Ouais, tout à fait. Et je ne sais plus qui racontait cette anecdote. Oui, c'est ce journaliste australien le nom va me revenir, qui est sur News Nation et qui fait d'excellents reportages. Il a raconté comment, je crois que c'était cette année ou l'année passée, il se retrouvait dans un centre de commande de la NASA et puis il voyait sur un grand écran plusieurs ovnis apparaître en diffusion live et au moment où il a interpellé le personnel qui monitorait cette situation, il dit mais regardez ces objets, tout à coup ils ont coupé la transmission, ils ont fait comme si de rien n'était. D'accord, ouais. Voilà, mais son nom va me revenir. Voilà. Et puis finalement, on a Michael Schellenberger. Lui, c'est un journaliste d'investigation très intéressant. Il a fait beaucoup d'enquêtes sur des sujets très risqués, des sujets en lien avec la corruption notamment. Il est très intéressé par les ovnis. Et puis, on verra qu'il a réussi à obtenir un document assez étonnant. Et je vais commenter ce document. Et ce document, il a été versé
à la connaissance des gens qui assistaient à cette séance, donc des politiques, n'est-ce pas, des députés. Donc, il fait partie maintenant des archives du Congrès. On va voir en quoi consiste ce document. Voilà. Donc, les enjeux, ce sont toujours les mêmes un petit peu. C'est la transparence, c'est de déterminer ce que c'est réellement le gouvernement américain sur les pans, donc au-delà de ce que dit Laro, bien sûr. Et cette question, est-ce que les pans posent un danger potentiel ou pas potentiel à la sécurité nationale? C'est le fil conducteur de ces interventions. Alors, je vais passer à la prochaine slide. Donc, on les voit, ils sont en train de prêter serment. Voilà, ça a des conséquences de prêter serment. Parce que oui, c'est pas anodin comme acte. C'est pas anodin. Bon, on verra pourquoi dans la prochaine slide. Je dirais quel est l'intérêt de ces auditions finalement? D'abord, c'est de sensibiliser la classe politique et l'opinion publique. Il faut dire que c'est un phénomène qui a été pendant plus de 60 ans, 70 ans moqué. On a ridiculisé les témoins, on a ridiculisé les enquêteurs, on a fait tout, quand je dis on, c'est les gens qui détiennent, je dirais, les informations à ce sujet. Ils ont tout fait pour que la communauté scientifique se tienne aussi à l'écart de ce phénomène. Eh bien, tout ça doit maintenant disparaître. L'idée, c'est d'enlever tout le stigma autour du phénomène OVNI, de manière à ce que les langues se délient, de la manière à avoir plus de témoins, et de manière à ce que, par exemple, des pilotes, que ce soit des pilotes civils ou militaires, témoignent de leur rencontre avec ces phénomènes qui peuvent effectivement poser un problème de sécurité aérienne. Parce qu'on parle aussi, bien sûr, de sécurité aérienne, mais aussi de souveraineté nationale, de souveraineté aérienne pour les États. Les États se font survolés par des phénomènes aériens non identifiés dont les performances dépassent tout ce qui est connu. Ça pose une sacrée question de défense et de défense, quoi, tout simplement. Voilà. Ensuite, légitimité donnée aux pans, c'est toujours bien d'avoir des gens qui viennent dans les instances politiques, que ce soit au Sénat ou au Congrès, à la Chambre des représentants, parler des pans. Ça donne de la légitimité au sujet. Et puis, je pense, last but not least, c'est toujours faire pression sur le Pentagone, la communauté du renseignement et le secteur privé qui détient ces informations. Garder le focus sur le sujet pour qu'ils esquivent le moins possible. Ouais, donc ils lâchent rien. C'est un travail de longue haleine. Voilà, je disais, c'est un processus. Lou Elizondo a été, ces dernières années, admirable. Il n'a rien lâché. Il a aussi écrit ce livre, Imminent, pour parler de ce qu'il a vécu de l'intérieur du renseignement et du Pentagone. Mais voilà, donc je suis content de voir 4 nouveaux témoins parler de ce qu'ils ont pu observer, et je pense que d'autres séances vont se dérouler. Et il y a un dernier point que je rajouterais, tu parlais de légitimité, le thème UFO, pour y avoir plus de témoins, plus de témoignages de gens impliqués, que ce soit militaires ou autres, et puis aussi permettre à des scientifiques de pouvoir s'intéresser ouvertement au sujet sans être mis au banc de leur communauté scientifique et être ostracisé. Moi, je me rappelle de John Mack, ce qu'il a subi dans le milieu universitaire, un exemple parmi tant d'autres. Si demain les scientifiques pouvaient ouvertement, en public, dire oui, je mène des études là-dessus, là aussi, ce serait un pas en avant assez important. S'intéresser aux ovnis, ça peut te briser une carrière, surtout pour un scientifique, parce que si tu veux toute la valeur du pédigré que peut avoir un scientifique, elle passe à travers ses publications, et c'est surtout sa réputation. C'est pour ça que je salue le courage d'un Avi Loeb, par exemple, astronome à Harvard. Lui, il y va franco, franc du collier. Et c'est avec des gens comme ça, je pense qu'on peut avancer aussi, qui montent la voie. Je crois qu'il est président de la chaire d'astronomie d'Harvard, donc c'est pas un astronome du dimanche. C'est une référence dans ce qu'il fait. Et c'est tout à fait admirable parce qu'il est précurseur, mais comme l'ont été James McDonald dans les années 60, Alan Hynek sur la fin de sa carrière. En France, on a Claude Poher, on a eu effectivement d'autres chercheurs, bien sûr. Oui. Je pense aussi à Jean-Pierre Petit, qu'on soit d'accord ou pas avec ses théories autour des ovnis, qui a morflé parce que ouvertement intéressé au sujet.
C'est le nom que je cherchais, justement, Jean-Pierre Petit. Ah ouais, mon ami Jean-Pierre, il a ramassé pour avoir publiquement déclaré, après encore une fois, qu'on soit d'accord ou pas avec les hypothèses et théories qu'il émet sur le phénomène, mais ça a nuit à sa carrière universitaire et scientifique que de le dire ouvertement. Donc si demain ça peut changer, ce serait une bonne chose. Il n'y a pas de raison qu'on fasse l'objet de discrimination et je dirais, presque d'un anathème parce qu'on s'intéresse à ces sujets. Tout à fait. On voit que ça dérange, encore une fois, on voit que ça dérange. Et puis le nom que je cherchais avant du journaliste, c'est Ross Coulthard, bien sûr. Le journaliste australien. Le journaliste australien, ouais. Donc témoignage sous serment, et là tu vas nous expliquer un peu ce que ça implique, que de témoigner sous serment, qu'est-ce qu'on risque si on témoigne sous serment et qu'on raconte des choses qui sont fausses. Bah, c'est un perjure, juridiquement. C'est-à-dire que tu vas en prison. C'est aussi simple que ça. Tu as une peine privative de liberté et une amende, bien sûr, parce que tu témoignes devant des politiques et c'est comme ça dans tous les pays d'ailleurs. Tu peux pas raconter n'importe quoi, c'est pas possible. Si on arrive à prouver que tu n'as pas dit la vérité, oui, les risques sont grands que tu sois privé de liberté ou que tu doives payer une forte amende. C'est clair. Donc voilà, il y a un fort, c'est dissuasif. Ensuite, une autre chose qui peut te mener en prison, c'est-à-dire que les témoins là, ils doivent obtenir l'autorisation de divulguer des informations classifiées. Je vais donner un exemple. Notre ami Lou Elizondo, il a écrit son livre qui s'appelle Imminent pour raconter ce qu'il a vécu de l'intérieur. Eh bien, pendant une année, son document a été analysé par un service spécial qui, je dirais, se charge de voir si les éléments qui sont dans le livre peuvent causer du tort à la sécurité nationale en termes de protection des sources et des méthodes. Donc, si tu révèles des informations qui sont classifiées, tu vas en prison. Ils rigolent pas avec ça. J'ai encore vu la semaine passée, c'est pour ça que j'ai mis un extrait de coupure de presse d'un militaire américain qui était condamné à 15 ans de prison pour avoir divulgué une série de documents classés secret défense. C'était en avril 2023. Donc c'est pour ça que les gens sont très frustrés parce que lors de ces auditions, souvent on leur pose des questions très précises et ils ne peuvent pas répondre en fait dans le cadre d'une audition publique. C'est pas possible. Tu peux pas le faire. Si tu le fais, tu vas en prison. Donc, c'est pour ça qu'ils répondent, je ne peux pas vous répondre, mais par contre, dans un SCIF, c'est un endroit où tu peux révéler des informations qui est sécurisé. C'est pour ça que ça s'appelle Sensitive Compartmented Information Facility. Donc, on confisque les téléphones portables, on confisque toutes les possibilités d'enregistrement. C'est pas retransmis en direct sur YouTube. Voilà, c'est ça. C'est pas retransmis en direct sur YouTube et tout le monde ne peut pas participer à un SCIF aussi. Il faut un certain niveau d'habilitation ou un certain niveau politique aussi. On pense au Gang of Eight, par exemple. Les Gang of Eight, ce sont des sénateurs particulièrement influents qui appartiennent à certaines commissions et qui, eux, sont au courant de certains Special Access Programs, c'est-à-dire des programmes secrets. Donc, il y a aussi certains niveaux politiques qui te permettent d'avoir accès à des informations ou pas. Comme les agents qui travaillent pour le gouvernement, ils sont habilités à avoir accès à certains niveaux d'information. En gros, il y en a 3. Il y a confidentiel, secret et top secret. Puis il y a encore des autres niveaux au-dessus de top secret. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils peuvent pas répondre. Par exemple, on leur dit, voilà, on va leur poser la question du style à Lou Elizondo, est-ce qu'il y a des programmes de récupération de données et de rétro-ingénierie? Il va dire oui. Ensuite, on va lui poser la question, mais qui les manage, comment s'appellent ces programmes, où sont détenues les épaves? Et là, il dit, je ne peux pas vous répondre, mais je peux le faire dans le cadre d'un SCIF. Quel département du gouvernement américain vous a fourni ce document? Je dirais le département de la Défense. Malheureusement, je ne peux pas en dire beaucoup plus que cela. Vous avez spécifiquement mentionné que ce document stipule que vous ne pouvez pas parler de récupération d'accidents. Eh bien, vous savez, on ne peut pas parler du Fight Club s'il n'y a pas de Fight Club. Correct. D'accord. Je fais juste une observation. Donc ce document que vous avez signé, dont vous dites qu'il existe, stipule spécifiquement que vous ne pouvez pas parler de récupération d'accidents.
Correct, monsieur. Il imposait une limitation sur ce que je pouvais dire, car je m'exprimais déjà publiquement sur le sujet. Le document précisait que je pouvais continuer à parler de certains aspects, X, Y, Z, mais que je ne pouvais pas aborder le sujet des récupérations d'accidents. Décrivez-moi l'atmosphère dans laquelle vous avez signé ce document. Vous étiez seul dans la pièce? J'étais dans une salle sécurisée, SCIF. Un face-à-face, personne d'autre? Il y avait peut-être un assistant aussi. C'était dans une salle sécurisée, située dans une installation du département de la Défense. Très bien. Donc lorsque vous étiez dans cette pièce, décrivez-nous la situation. Vous êtes dans une pièce, seul, dans une salle sécurisée. Quelle est la longueur de ce document? Environ une page recto-verso. Il contient essentiellement des choses qu'ils appellent trigraphes, dont je ne peux malheureusement pas vous parler Combien davantage. de temps vous a-t-on donné pour signer ce document? Autant de temps que nécessaire, Et si monsieur. vous ne l'aviez pas signé? Eh bien, je suppose qu'il y aurait eu des répercussions. Je n'aurais pas eu accès à certaines informations. Aviez-vous le droit de consulter ou de demander à un avocat d'examiner le document? C'était une option, mais il ne l'aurait probablement pas permis, car le document lui-même est assez explicite sur le fait que... Attendez, laissez-moi reformuler cela de manière plus claire. Il existe certains documents au sein du gouvernement américain qui permettent à des individus d'avoir accès à certains programmes. Qu'il s'agisse d'un programme à accès spécial, Special Access Program, ou d'un programme à accès contrôlé, Controlled Access Program, SAP, CAP ou autre. Combien de personnes doivent signer ce type de document? Cela dépend du nombre de personnes qui auront accès à l'information, monsieur. C'est ce qu'on avait vécu aussi avec l'audition de David Grush. Tout le long. On sentait qu'à chaque fois, il y avait le frein à main et que... Ce qui était très frustrant pour nous qui attendons des informations concrètes sur le sujet. Mais ces gars-là, s'ils vont trop loin dans leurs déclarations lors de ces audiences-là, ils risquent des poursuites judiciaires allant jusqu'à la prison. Bien sûr, et on a vu que Grush, il était conseillé par un ancien inspecteur général. Il faut voir le niveau, c'était son avocat. Donc c'est pour ça qu'il chuchotait toujours, il dit ça tu peux dire, ça tu peux pas dire, attention à la manière dont tu réponds, c'est hyper glissant. Nous on regarde ça avec le popcorn, on regarde YouTube, on mange du popcorn, on regarde ça, ça nous fait marrer, mais il y a des implications derrière juridiques qui sont énormes. Ils sont sur une corde raide. Il est vraiment sur une corde raide, ouais. Donc voilà ce qui s'est passé avec l'ami Grush. Alors Grush, ce qu'il a fait, c'est qu'il est quand même allé voir l'inspecteur général. Et il avait remis, en fait, une liste de 40 témoins. Il avait remis toutes les informations, en fait, aux inspecteurs général. C'est pour ça que l'inspecteur général a dit c'est une affaire qui nécessite toute notre attention et de manière imminente, parce que les éléments qui ont été remis à l'inspecteur général par Grush étaient considérés suffisamment sérieux pour non seulement le protéger lui en tant qu'individu, parce qu'il a reçu des menaces de mort, il ne faut pas oublier, mais aussi mettre en place une enquête pour déterminer ce qui se passe, une enquête qui a lieu en sous-main. Voilà. Donc il y a plein de tractations en fait qui se passent. Nous, on voit que le sommet de l'iceberg avec ses auditions, mais il y a beaucoup de choses qui se passent sous-marin. L'envers du décor, c'est réseaux, tractations et compagnie. Ouais. Encore, une autre chose, les témoins doivent s'assurer que leurs déclarations respectent les accords de non-divulgation, parce qu'ils signent aussi des non-disclosure agreements. Donc là aussi, ils vont en prison s'ils le font. C'est un élément à prendre en compte. C'est-à-dire que là, je crois qu'Elizondo a encore ses habilitations, secret défense. Grush, on lui les avait retirées quand il a commencé à faire ses déclarations. Tu vois, c'est des représailles, c'est des mesures d'intimidation et de représailles. Et on lui les a redonnées ensuite. D'accord. Et ça, si tu veux faire ton boulot, en tant qu'agent du renseignement, tu es obligé d'avoir évidemment ces habilitations, c'est évident. Voilà. Et puis voilà, si on veut en dire davantage sans passer par la case prison, il faut donc passer par un SCIF. On aimerait bien y participer à ces SCIF. Oui, on aimerait bien. On aimerait bien. Si je pouvais être invité un jour, j'apprends l'anglais, promis. Je vais passer sur la prochaine slide. Alors, je vais un petit peu lire parce que je pense que c'est important d'avoir les informations les plus factuelles possibles. Donc, Nancy Massey, c'est elle qui a présidé ces auditions. Elle l'a dit en préambule de son intervention que certains ne voulaient pas, elle n'a pas nommé qui, mais elle a dit que certaines agences ne voulaient pas que cette audition ait lieu, craignant ce qui pourrait être divulgué. Donc, voilà, il y a des enjeux importants derrière. Toujours selon elle, certaines agences ont refusé catégoriquement de partager les informations classifiées ou de coopérer avec le Congrès. Et rapidement, elle verse un rapport de 12 pages sur un programme qui a été illégalement soustrait à la connaissance du Congrès et à la supervision du Congrès
Et ce rapport a été versé, versé à l'audition et distribué aux députés. Et on verra plus tard en quoi consiste ce rapport, mais c'est un programme qui s'appelle Immaculate Constellation. Rien que le nom du programme, ils vendent du rêve. Ah, c'est pas mal. On a envie de savoir ce qu'il y a derrière. Ah ouais, non, cette députée, on parlait tout à l'heure de clivage droite-gauche, enfin démocrate-républicain plutôt. Est-ce que tu sais de quel bord est la députée Nancy Massey? De mémoire, elle est républicaine. D'accord. Mais à vérifier, mais de mémoire, elle est républicaine. Alors, je vais peut-être passer témoin par témoin, de manière à pas tout mélanger, mais j'ai vraiment repris la retranscription en anglais, et puis j'en ai extrait les éléments qui me semblaient les plus intéressants et les plus pertinents, parce que l'audition, je crois, dure à peu près 2 heures. Et puis donc, je voulais faire une présentation qui soit la plus structurée et la plus claire possible. Donc voilà. Alors, c'est la première fois qu'il le fait, mais là, sous serment, Elizondo, il affirme que les États-Unis disposent de programmes de récupération de pans, donc de pans qui s'écrasent ou qui s'échouent, et de programmes de rétro-ingénierie. On rappellera que la rétro-ingénierie, c'est une tentative de comprendre comment fonctionnent ces engins, de manière à pouvoir exploiter leur technologie. C'est sûr que quand on voit ce que les ovnis peuvent faire, si on arrive à répliquer ce type de capacité, ça donne évidemment un avantage stratégique important par rapport aux autres nations qui se trouvent sur Terre. Là, on pense aux Russes et aux Chinois en particulier, dans le cas des Américains. Apparemment, ce que disait Grush, on se souvient, c'est que d'autres pays, notamment la Russie et la Chine, ont aussi de tels programmes de tentatives d'exploitation, je dirais, d'ovnis écrasés, et tentent aussi de comprendre comment ça fonctionne et de les faire fonctionner. Voilà. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'Elizondo, il a ironisé sur le fait que le gouvernement indemnise le personnel militaire qui subit des blessures consécutivement à la rencontre de pans, mais en même temps, il nie l'existence de ces phénomènes. Ça, c'est ce qu'on appelle une faille dans la matrice. J'ai trouvé ça très drôle. Et c'est vrai qu'il y a eu des cas, je pense au cas qui a eu lieu au Texas dans les années 80, je crois que c'était en novembre, décembre 80. Je ne suis pas bon avec les noms aujourd'hui, mais c'était Vicky, je ne me souviens plus de son nom, mais c'était 2 femmes avec un enfant qui ont observé un pan qui était escorté par des hélicoptères et qui a été irradié. Il y en a une qui a eu un cancer d'ailleurs suite à ça. Voilà. Et elles ont reçu, je crois, des indemnités. En tout cas, elles ont poursuivi le gouvernement américain. Mais on sait aussi que leur accident avec un pan a été reconnu par la justice. Oui, c'est ça. Et puis dernièrement, ce sont des pilotes d'avion qui ont eu des symptômes qui s'apparentent au syndrome de la Havane. Tu as peut-être entendu parler de ça. Là, comme ça ne me dit rien. Ouais, ce sont des diplomates, en particulier à La Havane, mais dans d'autres ambassades, des diplomates américains qui ont ressenti des malaises et des problèmes, je dirais aussi de proprioception, etc. Et on suspecte que ce sont les Russes qui utilisent des armes pulsées à l'encontre du personnel diplomatique, donc des armes exotiques, on va dire ça comme ça. Alors c'est non létal, mais c'est très incapacitant. Il y a toute une enquête qui a été faite durant des années et on suspecte que c'est effectivement le FSB, donc le nouveau KGB, qui est à l'origine de ces attaques. Et les pilotes et le personnel militaire qui étaient en contact avec les ovnis, eh bien, ils ont des symptômes qui se rapprochent du syndrome de la Havane. C'est pour ça qu'ils sont allés voir le professeur Gary Nolan de Stanford, il est immunologue, pour faire des analyses en fait, sur le cerveau et sur les symptômes de ce personnel militaire qui a été d'ailleurs indemnisé. D'accord. C'est pour l'anecdote. Mais en tout cas, ce que soulève Elizondo, oui, c'est assez drôle de reconnaître les accidents d'ovnis, mais pas reconnaître les ovnis. Enfin, les accidents d'ovnis. L'impact des ovnis sur la santé de certains témoins et ne pas reconnaître les ovnis, il y a une vraie faille là-dedans. Et il a joué le coup, je dois dire, assez judicieusement. C'est bien trouvé. Alors, il ajoute aussi qu'il a signé un accord de confidentialité l'empêchant de parler en détail des programmes de récupération de pans et de rétro-ingénierie. C'est ces fameux non-disclosure agreement. Donc, il a été questionné là-dessus. On voulait avoir du détail, évidemment. On voulait avoir un petit peu de la matière, mais il n'a pas pu le faire. Et puis, il a aussi affirmé qu'il existe suffisamment de données pour suggérer une relation entre les installations
militaire et nucléaire sensible des États-Unis et une forte activité des pans remontant à plusieurs décennies. Bon, voilà. Ça Là, il enfonce une porte ouverte. Voilà, il enfonce une porte ouverte. Enfin, ça a commencé avec le crash de Roswell. Hein. On se souvient que la base de Roswell était la seule base au monde à abriter des bombardiers atomiques. Et c'est là que s'écrasent les ovnis, un peu comme par hasard. Puis je ne vais pas revenir sur tous les survols d'installations nucléaires qui ont eu lieu dans les années 50, 51, 52 aux États-Unis, puis ensuite en 67 à Mastrom, ensuite en 75, en 74, en 76 dans les États du Nord. Tu sais, le Dakota du Nord, le Dakota du Sud, le Montana, avec des sites de lancement de missiles intercontinentaux qui ont été survolés par des ovnis. Il y avait cette base aussi en Angleterre qui avait été impactée, je ne me rappelle jamais le nom. Ah oui, Rendlesham Forest. Ouais, exactement. En 1980, ouais. Alors c'était une base de l'OTAN, une base en Angleterre, mais gérée par l'OTAN, donc on va dire par les États-Unis à l'époque, et qui abritait elle aussi des ogives nucléaires. Tout à fait. Et puis en France, pour clore cette petite parenthèse, le nombre de survols qu'il y a au-dessus des centrales nucléaires, ce genre de choses, d'incidents qui sont rapportés, n'est quand même pas négligeable. Pas négligeable. Et puis je pense, pour revenir au nucléaire, au plateau d'Albion, c'est là où étaient stockés les ogives, etc., encore dans les années 80, j'avais pu interviewer un témoin militaire qui s'appelait Michael, qui avait pu observer des pans aussi à proximité des missiles. Ouais, donc cette interrelation entre notre activité nucléaire civile et surtout militaire et l'activité d'OVNI aux alentours, depuis belle lurette, on sait qu'il y a une corrélation. Oui, en Russie aussi, il y a eu beaucoup de témoignats. Elizondo le confirme en s'appuyant sur des données, j'imagine des données statistiques et des témoignages. Donc, c'est toujours bon à prendre. Oui, qu'ils ont mené durant la TIP. Ils ont fait toutes ces analyses statistiques à l'époque de la TIP. Ouais. Là, on vient de voir sur cette diapo le témoignage d'Elizondo, les grands points qu'il a abordés. Sur Elizondo, c'est quelqu'un qui s'exprime beaucoup dans les médias, tu nous l'as dit au début de cette émission. J'ai l'impression qu'il en a lâché beaucoup plus, enfin qu'il en a lâché plus en tout cas lors d'interviews que là face au Congrès. Ouais. Après, dans l'interview, il y a une manière de sous-entendre, de ne pas arriver frontalement pour balancer une info. Donc, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'était plus exaltant en interview qu'en audience. Oui, effectivement, il est plus prudent en audience, même s'il s'expose au même risque finalement. Oui. Donc, c'est vrai. Donc, à mon avis, si on réécoute les interviews d'Elizondo, il faut voir comment il tourne ses phrases et comment il arrive à suggérer certaines informations sans les confirmer. Il est assez fin, Elizondo, il faut beaucoup lire entre les lignes. Quand on lui pose une question, si on lui dit par exemple, est-ce que le crash de Roswell est une réalité? Si c'est non, il va dire non. Sinon, il va rigoler puis il va dire je ne peux pas vous répondre. Donc c'est oui. Oui, yes. Le silence vaut acceptation. Il manie bien le rictus. Je vais reconnaître Monsieur Elizondo pour sa déclaration d'ouverture. Mes salutations à Madame la Présidente Mess, Monsieur le Président Grothman, aux membres de l'opposition Connolly et Garcia, ainsi qu'aux membres du comité. C'est un honneur et un privilège pour moi de témoigner devant vous au sujet des phénomènes anomalies non identifiées, anciennement appelés OVNI. Au nom de nos courageux hommes et femmes en uniforme et de la communauté du renseignement, ainsi que de mes concitoyens américains qui attenderont ce jour avec impatience, je vous remercie pour votre leadership sur cette question cruciale. Permettez-moi d'être clair. Les PAN, phénomènes aériens non identifiés, sont réels. Des technologies avancées, qui ne sont pas fabriquées par notre gouvernement, ni par aucun autre gouvernement, surveillent des installations militaires sensibles à travers le monde. De plus, les États-Unis possèdent des technologies liées au PAN, tout comme certains de nos adversaires. Je crois que nous sommes au cœur d'une course aux armements secrètes qui dure depuis des décennies, financée par des fonds publics mal attribués et dissimulée à nos représentants élus et aux organismes de contrôle. Pendant de nombreuses années, j'ai eu la responsabilité de protéger certains des programmes les plus sensibles de notre nation. Dans mon dernier poste, j'ai dirigé un programme à accès spécial pour le compte de la Maison-Blanche et du Conseil de sécurité nationale. À ce titre, je comprends l'importance de protéger certaines informations sensibles dans les domaines du renseignement et de la défense. Je considère mon serment de protéger les secrets comme sacrés et je mettrai toujours la sécurité du peuple américain en priorité. Cela dit, je comprends également les conséquences d'une confidentialité excessive et d'une gestion cloisonnée des informations. Cela a été particulièrement évident dans les suites des événements du 11 septembre, dont beaucoup d'entre nous se souviennent encore trop bien.
Je crois que la grandeur de l'Amérique repose sur 3 éléments. A. Un congrès vigilant. B. Un exécutif réactif. Et C. Un public informé. Au cours des 15 dernières années, j'ai découvert que certains programmes liés au PAN ont été, et continuent d'être, menés sans tenir compte de ces éléments. Bien que la majeure partie de mon travail gouvernemental sur le sujet des PAN demeure classifiée, une confidentialité excessive a conduit à de graves injustices envers des fonctionnaires et des militaires loyaux, ainsi qu'envers le public, tout cela pour dissimuler le fait que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Un petit groupe au sein de notre propre gouvernement, impliqué dans le sujet des PAN, a instauré une culture de répression et d'intimidation dont j'ai personnellement été victime, tout comme de nombreux anciens collègues. Cela inclut des enquêtes criminelles injustifiées, du harcèlement et des tentatives de détruire la crédibilité des individus concernés. La plupart des Américains seraient stupéfaits d'apprendre que le Bureau des Affaires publiques du Pentagone emploie ouvertement un officier spécialisé en opérations psychologiques comme unique point de contact pour toute demande liée aux PAN provenant des citoyens ou des médias. C'est inacceptable. Beaucoup de mes anciens collègues et moi-même avons fourni des témoignages classifiés au département de la Défense et à l'inspecteur général de la communauté du renseignement. Par la suite, nous avons été ciblés par ce groupe avec des menaces pesant sur nos carrières, nos habilitations de sécurité et même sur nos vies. Ce n'est pas une exagération, mais une réalité incontestable. Et cela est profondément injuste. Pour résoudre ces problèmes, je propose 3 actions principales. 1. Le Congrès et le Président devraient établir une autorité unique responsable d'une approche intergouvernementale concernant les PAN. Actuellement, la Maison-Blanche, la CIA, la NASA, le Pentagone, le département de l'énergie et d'autres entités jouent un rôle, mais personne ne semble être réellement en charge, ce qui mène à un pouvoir incontrôlé et à la corruption. 2. Nous avons besoin d'une stratégie nationale qui favorise la transparence et contribue à rétablir la confiance du public américain, particulièrement à une époque où cette confiance est au plus bas. Cette stratégie devrait inclure une approche globale impliquant le gouvernement, les communautés académiques et scientifiques, le secteur privé, ainsi que nos partenaires et alliés internationaux. 3e, le Congrès devrait créer un environnement protégé pour permettre aux lanceurs d'alerte déterminés à agir de manière juste de s'exprimer sans crainte. Actuellement, ces personnes souffrent à cause de la stigmatisation, d'un code de silence et de la peur des représailles. Les lanceurs d'alerte doivent être encouragés à se manifester grâce à des mesures qui les protègent contre toute forme de représailles. Des politiques et des procédures doivent garantir cette protection. Pour ceux qui refusent de coopérer, il incombe aux membres de ce comité et aux autres législateurs d'utiliser leur pouvoir de citation à comparaître contre les témoins hostiles et de couper les financements publics à ces initiatives liées aux PAN qui échappent à la supervision du Congrès. En conclusion, nous, en tant qu'Américains, n'avons jamais eu peur des défis. En réalité, nous prospérons grâce à eux. Qu'il s'agisse d'éradiquer la polio ou d'aller sur la Lune, nous ne fuyons pas devant un défi, nous l'affrontons de front. À l'administration et au Congrès nouvellement élus, je dis ceci. Nous avons besoin d'une transparence publique immédiate. Et cette audition est une étape importante sur ce chemin. Si nous abordons la question des PAN de la même manière que nous, en tant qu'Américains, avons relevé d'autres défis, nous pourrons restaurer notre confiance dans nos institutions gouvernementales. Ensemble, nous pouvons inaugurer une nouvelle ère de gouvernement responsable et de découverte scientifique. Je crois que nous, en tant qu'Américains, sommes capables d'accepter la vérité, et je crois également que le monde mérite la vérité. Merci, éminents membres du Congrès, pour le temps que vous m'avez accordé aujourd'hui. Ok, je vais passer sur Tim Gallaudet, donc contre-amiral. Il a eu des fonctions importantes au sein durant sa carrière. Déjà, il dit ça. Il dit que le Congrès devrait disposer de toutes les informations relatives à l'accident du Tic Tac. Il suppose que le Pentagone ne peut pas partager les données parce qu'elles révèlent des vulnérabilités face au PAN. Mais oui, c'est le nerf de la guerre. Je crois que c'est une des raisons pour lesquels le gouvernement américain ne veut pas lâcher l'affaire, c'est parce que ça révèle les vulnérabilités. Une fois de plus, on a parlé de ces survols d'OVNI au-dessus de sites nucléaires, au-dessus des ogives de missiles intercontinentaux. C'est sûr qu'on peut difficilement faire l'aveu de ces vulnérabilités, non seulement face à l'opinion publique, mais aussi face à ses adversaires potentiels. Même si c'est un phénomène mondial. Ton espace aérien, tu es quand même censé le maîtriser. Je suis désolé, quand même. C'est le minimum. Là, on est sur un enjeu important de la sécurité de n'importe quel pays. D'autant plus que c'est relié à la question du nucléaire, comme on vient de le voir, qui est aussi un sujet de sécurité nationale. Donc, on est sur une cocotte minute avec cette histoire d'OVNI. Ils sans compter que le phénomène aussi
à cause des effets électromagnétiques, des effets physiques sur les témoins ou sur les appareils. Moi, comme tu le sais, j'ai rencontré un militaire qui était aux commandes de missiles intercontinentaux. Quand un OVNI les a désactivés, quand il dit ça, je peux te dire que c'est vraiment impressionnant, hein. Donc moi, je peux comprendre que le gouvernement américain n'a pas tellement le choix et il s'est enfermé, on va dire ça comme ça, dans une politique de dissimulation et de déni, et il n'arrive plus vraiment à en sortir. Et la seule voie de sortie qu'il trouve en 2024, c'est une dissimulation au compte-gouttes, une divulgation, pardon, au compte-gouttes. Ce qui est surprenant, mais bon, on n'a pas toutes les pièces du puzzle, c'est que tu parlais de cet incident de Malmström avec Robert Salas et cette désactivation des ogives nucléaires. Quand ça s'est produit, on a du mal à comprendre comment les pays ont continué à développer leur arsenal nucléaire, à aller toujours plus en avant dans l'armement nucléaire, alors qu'ils savent qu'il finalement il y a un phénomène qui fait qu'ils ne le maîtrisent pas à 100%. Et que tout leur armement nucléaire peut leur échapper en un claquement de doigts. C'est assez troublant. Ça pourrait faire l'objet d'une émission à elle seule, mais voilà, comme tu dis, il y a un moment, il y a une manière de faire l'autruche et de faire comme si ce phénomène est là, ils le savent, mais ils font comme s'il n'était pas là et ils continuent à créer de l'armement dangereux sans tenir compte du fait que cet armement pourrait leur échapper. Il y a une espèce d'accord, je dirais, tacite, par exemple, entre les Russes, je parle de la guerre froide, hein, les Soviétiques et les Américains de l'époque. Ils savaient tous les deux que le phénomène existait, ils savaient que ce phénomène pouvait être interprété comme des missiles. Donc ils redoublaient, si tu veux, de prudence, parce que quand ils détectaient des objets qui fonçaient en direction du territoire, les Américains, ils se disaient oui, autant ça peut être des missiles lancés par les Soviétiques, mais autant ça peut être des ovnis. Donc on va pas tout de suite riposter. On attend confirmation. Alors il s'appelait, etc. Vous avez bien balancé des missiles. Non, c'est pas nous. Ah, ok, c'est les petits hommes verts. Ouais, non, mais ça donne une situation un peu ubuesque. C'est chaud. Oui, alors, il y avait des accords de ce type-là. J'ai plus le détail, mais de vérification, parce qu'on sait que ça peut être ni l'un ni l'autre. Ouais. Enjeu de sécurité nationale. Enjeu de sécurité nationale. Alors là, on va aller un petit peu dans l'eau avec Gallaudet, parce qu'il s'occupe de la Navy. Hein. Alors, il affirme aussi avoir vu des images classifiées d'un objet en forme de disque, mais il ne peut pas parler de l'agence qui les détient, à moins que ça soit fait de nouveau dans un skiff. Donc, il a mentionné ces images. Donc, il y a des images de haute résolution qui existent, qui montrent bel et bien des ovnis dans l'océan. Il a aussi évoqué un cas qui date des années 80, d'un ovni donc sous l'eau, hein, qui s'est approché d'un sous-marin nucléaire. Il a ralenti, l'a suivi pendant quelques minutes et puis il a foutu le camp. Donc voilà, il a fait ça sous serment, c'est intéressant. Ouais, c'est bien de voir que ça s'est confirmé. Pareil, les OANI on connaissait, mais d'avoir ce genre de descriptif, ça c'est un point important. C'est un point important. Il a aussi affirmé que l'ARO a essayé de le convaincre que les rapports pour lesquels aucune explication n'avait été trouvée relevaient d'une technologie américaine. Donc voilà, ce rôle un peu de debunking qu'on affuble, qu'on veut donner à l'ARO, semble être confirmé par Gallaudet, qui était, lui, approché par l'ARO, mais il a vu que toute discussion était pas possible, en fait, avec ces gens qui suivent une ligne directrice de déboulonnage systématique des observations et d'explications à tout rompre. C'est ce qu'a connu les États-Unis à la fin des années 40. Hein, pour revenir un petit peu sur le projet SIGN, ils avaient engagé Alan Hynek, astrophysicien, pour faire justement ce travail de déboulonnage. Et c'était la même chose. À l'époque, il expliquait les ovnis par des ballons-sondes, par la planète Vénus, par toutes les explications prosaïques qui étaient possibles, jusqu'à l'incident du gaz des marais. Le fameux gaz des marais. Quand il y avait ces observations dans le Michigan, c'était en 66. Et puis, il fallait absolument trouver une explication. L'armée de l'air lui a dit, mais tu dois trouver une explication. Puis il a dit, c'est des gaz qui se trouvent dans les marais, et puis c'est du méthane. Et puis les gens, ils voient ça, ils prennent ça pour des ovnis. Donc, on n'est pas à ce point-là, mais ça y ressemble. Là, les déclarations classent l'ARO, voilà, du côté qui ne nous plaît guère, de ceux qui cherchent à camoufler l'information et à faire passer des vessies pour des lanternes. Ouais, c'est ça. Et des lanternes thaïlandaises.
Et puis, Gallaudet et Elizondo, ils ont affirmé que l'ARO et le ministère de la Défense sont impliqués dans des campagnes de désinformation et de dénigrement à l'encontre des lanceurs d'alerte. Donc, c'est des accusations graves. Elizondo a eu beaucoup de soucis. Beaucoup de soucis. Grush aussi, on en parlait avant. Il y a eu des campagnes de dénigrement à l'encontre de Dave Grush. Grush a fait il était victime de symptômes post-traumatiques. Enfin voilà, comme beaucoup de militaires, il observait des choses qui n'étaient pas très jolies. Et il a fait une espèce de dépression assez grave et avec des tentatives de suicide. Et des journalistes mal intentionnés, je crois que c'était dans le média qui s'appelle The Intercept, ont reçu des rapports de son médecin. Tu vois, c'est quand même c'est quand même dégueulasse comme manœuvre. Ils vont chercher dans les poubelles, quoi. Ils vont vraiment chercher dans les poubelles. Ce sont des informations déjà qui concernent ta vie privée, donc qui sont protégées par le secret médical. Et ils ont balancé ça dans les médias pour dire que le gars, c'était un déséquilibré, c'était un fou. Voilà. On a retrouvé, tu sais, ces campagnes de dénigrement dans les années 60. Je pense à James McDonald, qui était cet universitaire américain qui s'intéressait aux ovnis. Oui, il a fini par se suicider. Hein. Ouais. Donc, mais tous les coups sont permis, en fait. Tous les coups sont permis quand les enjeux sont élevés. Tu vois, si les ovnis n'existaient pas, je crois que ce type d'opération de désinformation, de dénigrement n'existerait pas. Et c'est ce qui me fait dire aussi que Roswell, il y a vraiment quelque chose de grave qui s'est déroulé à Roswell, parce qu'il y a eu beaucoup d'opérations de désinformation autour de Roswell durant des décennies aussi. Si c'était qu'un simple ballon sonde ou un ballon mogul, comme ils le disent, qui s'était écrasé là, je ne pense pas que ça aurait donné lieu à toutes ces tentatives Il y a eu des menaces de mort à l'époque, il ne faut pas oublier, des témoins ont été menacés de mort, de déstabilisation, de sabotage, de destruction des archives. Non, c'est pas triste. On ne met pas autant d'énergie s'il n'y a rien à cacher. Non, sûrement pas. Je vais passer au prochain slide. Schallenberger, donc le journaliste. Donc, selon lui, le complexe militaro-industriel américain est assis sur une montagne de données et d'informations relatives au PAN. Ce qui est intéressant, c'est que ça inclut des enregistrements à haute résolution, à haute définition, et il parle même de milliers de fichiers. Et tout ceci serait compacté ou serait contenu dans un programme qui s'appelle Immaculate Constellation. Alors, il a remis un document de 12 pages aux députés. Donc, ça a été versé dans les archives nationales. Donc, maintenant, ce document peut être utilisé dans le cadre d'auditions publiques ou de procès. Et on parle de quoi? On parle d'un programme de collecte de données sur les PAN qui a été mis en place par le Pentagone et qui a été supervisé par la Maison-Blanche. Alors, le document qui a été remis, ce n'est pas un document qui a fuité, ce n'est pas un document qui est divulgué, tu vois, un document officiel, un document de travail. C'est une synthèse qui a été faite par un lanceur d'alerte qui, pendant des mois, a fait une enquête sur ce programme et qui en a fait justement ce document. Je crois qu'il fait 19 pages dans sa version complète, mais là, il n'y a que 12 pages qui ont été versées aux archives du Congrès. Donc, ce n'est pas un document officiel, il n'y a pas l'entête du Pentagone ou autre, mais les informations contenues. Alors, il y a un lien sur la diapo, ça veut dire que ce document, n'importe qui peut le télécharger et se le procurer? Ouais, bien sûr, tu peux peut-être le mettre dans la description. Je le rajouterai si les Nuréens veulent faire la traduction après du document et avoir vraiment toutes les infos que contient ce document sur le programme Immaculate Constellation. Alors, il n'a pas été traduit en français à ma connaissance pour l'instant. On le trouve là on le trouve dans la Chambre des représentants, c'est le lien officiel. Mais Nancy Massé, par exemple, sur son compte Twitter, donc maintenant X, l'a aussi publié. On le trouve à plusieurs endroits. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il fait une synthèse des efforts qui sont faits par justement le Pentagone pour collecter toutes ces informations, qui sont aussi des signatures thermiques, des enregistrements de définition, y compris dans l'espace, dans la haute atmosphère. Donc, il y a des éléments assez techniques. Puis ensuite, il y a toute une série de cas vraiment d'observation d'OVNI qui est répertoriée. Je vais peut-être passer sur le prochain slide. Donc voilà, il y a une description de ces pans. Bon, on retrouve les sphères, les triangles, les soucoupes.
toutes leurs capacités. C'est ce qu'on retrouve avec ce qu'avait expliqué Lou Elizondo avec les Five Observables. Tu te souviens, il disait que les phénomènes ovnis, on le reconnaît à 5. Il y a 5 caractéristiques. Il y a les accélérations instantanées. Il y a le fait que le phénomène est relativement furtif. Il y a le fait que le phénomène, il peut passer, qui est transmédium, il peut passer de sous l'eau à l'atmosphère, à l'espace, etc. Mais voilà, donc rien de très surprenant dans ce qu'on apprend sur les caractéristiques des pans, mais on voit qu'il y a une large palette de phénomènes. Et puis donc dans les incidents qui ont été cités, des observations d'orbes en formation, des orbes métalliques, d'énormes pans triangulaires qui survolent des sites sensibles, des installations nucléaires. Ça me fait penser au cas de Golpech en France, par exemple. On a aussi un ovni sphérique au-dessus d'un porte-avions nucléaire. Voilà, des cas qui sont relativement bien décrits. On n'a pas toujours les détails sur les lieux, sur les témoins, mais on a une bonne description de ce qui s'est passé en tout cas. Et c'est marrant, quand j'ai préparé ce slide il y a quelques jours, j'ai dit quelle serait peut-être la prochaine étape. C'est justement cette audition qui a eu lieu aujourd'hui. Donc elle a eu lieu plus vite que prévu. Je savais que c'était imminent, mais je ne pensais pas qu'elle aurait déjà lieu aujourd'hui. Voilà. Donc elle a fait cette audition de l'ARO. Mais de ce que j'ai pu voir cet après-midi, il n'en ressort pas grand-chose à part le debunking habituel. Oui, on ne pouvait pas attendre des représentants de l'ARO qui nous lâchent des grosses bombes sur le phénomène OVNI. Moi, ce qui me fait réagir sur ce que contient ce programme Immaculate Constellation, c'est des centaines, voire des milliers de fichiers, et certains en haute résolution. Donc on est en droit de penser que... Bon, alors forcément, s'ils ont des ovnis récupérés, voire des entités biologiques, ça avait déjà été annoncé, mais des ovnis en action, des images haute définition, je me dis que si demain une image haute définition d'un ovni était diffusée au grand public, on prendrait tout ça pour un fake, tellement on a l'habitude de voir de vieilles images toutes pourries, je prends l'exemple de ces Tic Tac, où les capacités de déplacement étaient impressionnantes, mais on voyait pas grand-chose de ce à quoi ressemblait vraiment l'objet. Ouais, sauf que dans le cas du Tic Tac, il existe une version à haute définition, elle a été confisquée. Donc, oui, voilà. Voilà, c'est toujours ce problème-là. Après, ce qui est intéressant dans le Tic Tac, c'est qu'il y a le stempel du Pentagone en disant voilà, c'est officiel, comment dire ça, c'est un document authentique. Et là, si de tels documents devaient être rendus publics, je pense que le Pentagone serait au bout d'un moment forcé d'admettre que ce sont des documents qui proviennent de son organisme, enfin d'une institution officielle, et porterait, je dirais, un petit peu de manière corollaire ou par extension le stempel, l'officialité de la vidéo. C'est ce qui pourrait rendre la chose intéressante. Mais ça fait des années que des gars comme Lou Elizondo, Chris Mellon et d'autres disent que ces enregistrements existent. Et maintenant, on connaît le nom de ce programme. Ce programme, il est relativement récent, je crois. Il a été mis en place depuis quelques années seulement. Et je pense qu'il y a un travail de recherche à faire sur ce programme. Oui, clairement. Je donnerais cher pour voir une de ces vidéos, en tout cas. Ah, moi aussi, je peux te dire. On va se cotiser. On va faire du crowdfunding. Alors, au-delà de ces auditions, je voulais parler de l'administration Trump. Parce que alors on pensera ce qu'on veut de Trump, mais j'ai été agréablement surpris par les nominations qu'il a faites la semaine passée pour son administration. Parce qu'il a nommé beaucoup de gens qui sont pro-divulgation, qui sont très ouverts et très intéressés par les ovnis. Alors, j'ai pas fait une liste exhaustive, mais il y a d'abord le sénateur Marco Rubio. Il a été nommé au poste de secrétaire d'État. Alors lui, il co-présidait la commission du renseignement au Sénat jusqu'à maintenant. Alors c'est intéressant parce qu'il sait beaucoup de choses. Lui, il fait partie de ces gens qui appartiennent au Gang of Eight. Donc il a accès à ces Special Access programmes. Et à mon avis, il sait qu'il y a des programmes de récupération d'OVNI, de rétro-ingénierie. Lui, il doit être au courant. Je pense que ça, il va... Alors bon, en tant que secrétaire d'État, c'est pas ce qu'on lui demande, c'est pas son rôle, mais il va être suffisamment bien placé au sein de l'apparatus l'administration Trump pour faire bouger les lignes.
Donc, et lui, il a dit, alors j'ai repris quelques citations de ces dernières années, mais il a dit: nos bases sont survolées par des objets non identifiés, nous ne savons pas de quoi il s'agit et ils ne nous appartiennent pas. Donc, bon, voilà, Ouais. c'est bien. On a eu aussi John Ratcliffe, qui a été nommé au poste de directeur de la CIA. C'est un ancien directeur de la CIA, il a été de nouveau nommé directeur de la CIA. Lui, il a dit ça, il a dit: ces phénomènes relèvent d'une technologie que nous ne possédons pas et franchement, contre laquelle nous sommes impuissants. Pas mal. Là, pour l'instant, ils ne penchent pas sur la thèse exogène, en tout cas non humaine, intelligence non humaine. Ils disent que si on prend textuellement leurs propos, sur les 2 citations que tu prends, ça peut être une puissance étrangère qui maîtrise une technologie que n'ont pas. En général, ce qu'ils disent, c'est pas à nous, c'est pas aux Russes, c'est pas aux Chinois. Ça élimine quand même un paquet de candidats potentiels. Est-ce que ça serait la Suisse? Dites-nous tous les Suisses. Donc, ouais, si tu veux, il l'implique, ils le sous-entendent en français. Ils le sous-entendent, ils ne le disent pas, ils le sous-entendent. Mais ouais, on va vraiment là-dessus, quoi. Ok, je vais avancer. On a qui? Alors, oui, Mike Waltz, conseiller à la sécurité nationale. C'est un poste important pour la thématique des ovnis. Ben, lui, il a dit ça. Il a dit: s'il s'agit d'une technologie exogène, c'est une condition, dans le cas où il s'agit d'une technologie exogène étrangère à notre planète, eh bien, le peuple américain a le droit de savoir. Donc, pro-divulgation. On a eu aussi Robert Kennedy. Robert Kennedy, il était candidat. Bon, comme on sait, il n'a pas remporté beaucoup de voix, mais il était nommé dans l'administration Trump comme ministère de la Santé. Alors, c'est quand même assez piquant, ça, parce que... Oui, parce qu'il a eu des positions par rapport à la précédente pandémie ou autre. Il était contesté. Très contesté, effectivement. Bon, on le traite de complotiste. Bah non, aussi, on traite n'importe qui de complotiste. De nos jours, oui, mais lui, c'est un super complotiste. Il est réputé, Robert. Et j'ai retrouvé un tweet qu'il avait dit, je vais essayer de le traduire là. Il a dit: le peuple américain mérite d'avoir toutes les informations sur les ovnis qui sont dissimulées et ce qu'elles contiennent. Quand je serai président, parce que c'est quand il concourait au poste, je vais divulguer toutes les informations sur les ovnis, à moins qu'il y ait une raison importante de ne pas le faire. Oui, il y a des raisons très importantes de ne pas le faire, à mon avis, mais voilà, il est plutôt pro-divulgation. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis finalement, notre ami Elon, alors lui, j'ai traduit ça comme ça, mais c'est un peu le ministre de l'efficience gouvernementale. Alors il est marrant, Elon Musk, parce qu'il a dit, en fait, les requêtes sur la liberté de la loi de l'information ne devraient même pas exister. Je pense que tout le gouvernement ne devrait pas détenir de choses secrètes, et moi je vais tout faire pour qu'il soit le plus transparent possible. Donc voilà. Lui, il veut une liberté d'expression totale et une transparence totale. On le voit avec X. Pourquoi est-ce qu'il a racheté Twitter? C'est parce que ça n'allait pas dans la bonne direction. On se souvient que Trump, on lui avait confisqué son Twitter. Oui, à l'époque, il avait été banni en quelque sorte de Twitter. Donc, son copain Elon a racheté. Qu'on a du pognon, on peut tout se permettre. C'est fabuleux. Il a racheté Twitter et puis maintenant, c'est open bar. Effectivement, X, il y a plus de limite. Là, on a vu une nouvelle administration américaine qui va se mettre en place dans les mois à venir. Ouais. Finalement, cette administration, est-ce qu'elle a un quelconque poids dans l'agenda de divulgation? Est-ce qu'elle peut faire accélérer les choses ou au contraire les ralentir? Moi, j'ai l'impression que ces gens-là sont totalement mis hors jeu sur le phénomène, sur la divulgation autour du phénomène OVNI. Et qu'on ait des démocrates ou des républicains à la tête de l'État américain, ça ne change pas foncièrement la chose. L'agenda de divulgation avance à son rythme avec des velléités personnelles et pas forcément grâce à l'appareil d'État. Non, alors ton analyse, elle est juste. Je pense qu'il y a un certain nombre de présidents qui n'ont pas eu accès au dossier OVNI, même des présidents, c'est quand même le commandant en chef des armées, parce qu'on part du principe qu'il n'a pas le need to know, il n'a pas le besoin de savoir, et puis que le phénomène OVNI est la chasse gardée d'une mafia, d'un gouvernement de l'ombre. Trump parlerait de deep state ou d'état profond.
du complexe militaire-industriel contre lequel le président Eisenhower, lors de son discours d'adieu, je crois que c'était en 62 ou 61 en 62, avait mis en garde le peuple américain. Il avait parlé d'un gouvernement de l'ombre. Et puis, c'est ce gouvernement de l'ombre qui n'est pas élu, effectivement, qui gère des programmes sans la supervision des élus, du Congrès, du Sénat. C'est pour ça qu'il y a ces auditions-là. Et puis, effectivement, c'est géré par ce deep state. Mais on est quand même là face à des gens qui peuvent faire passer des lois, des décrets présidentiels, comme ça a été le cas l'année passée, hein, quand ils ont essayé de faire passer ces textes de loi. Et je pense qu'ils peuvent... Enfin, il ne faut pas oublier que Trump il veut nettoyer Washington. Quand il dit, je ne sais plus, moi, dans the swamp, ou quelque chose comme ça, c'est vraiment se débarrasser de ce deep state. On est là-dedans, en fait. Donc, je place quand même beaucoup d'espoir dans cette administration. À l'époque, je plaçais de l'espoir dans l'administration Clinton avec Podesta, qui est aussi, je crois, conseiller à la sécurité nationale. Il n'a pas pu faire grand-chose avec son ami Rockefeller. Donc là, on est plutôt sur des démocrates. Là, avec Trump, on est avec une espèce de constellation de gens assez haut en couleur. Bon, la plupart sont quand même républicains, bien sûr. Mais je pense qu'on va vraiment aller de l'avant cette fois-ci avec cette administration parce que elle est vraiment haute en couleur. Hein. Est-ce que Trump a fait des déclarations au sujet, notamment durant la dernière campagne présidentielle, a fait des déclarations sur le sujet OVNI? On sait que ça permet de gagner quelques voix par-ci par-là. Ça mange pas de pain de dire qu'on va tout divulguer dès qu'on sera à la Maison Blanche. Est-ce qu'il en a fait lors de la dernière campagne? Oui, il l'a fait à plusieurs reprises. Bon, c'est un peu contradictoire. D'une certaine manière, il a laissé entendre qu'il n'y croyait pas. D'accord. Qu'il ne croyait pas, c'est une croyance. Hein. Oui. De l'autre, il disait, bon, ce serait quand même étrange qu'on soit les seuls dans l'univers. Bon, ok. Et troisièmement, plus intéressant, il a dit, moi, j'ai parlé à des pilotes. Alors, je ne sais pas si c'est Dave Fravor ou d'autres. Ces pilotes, c'est les meilleurs au monde, etc. Enfin, il a fait du Trumpisme. Mais il a dit, ils ont vu des trucs qui sont incroyables pour eux. Et moi, j'ai tendance à croire ces pilotes. Donc, à mon avis, il y a quelque chose. Il est resté très factuel. Il se mouille pas trop, mais écoute, on peut être surpris sur les 4 années à venir. Je pense qu'il peut changer d'avis. Bon, évidemment, lui, c'est pas ce qui l'intéresse. C'est pas dans. Enfin, voilà. Oui, il se lève. Pas un sujet, il pense pas aux ovnis le matin en se rasant. Non, voilà, il pense à ses murs. On va pas énumérer. Il a d'autres centres d'intérêt que le phénomène ovni, mais bon, si par ricochet il pouvait aller dans le sens de la cause qui nous intéresse, ça serait pas mal. Je vais te poser une dernière question pour ce soir, en tout cas, Fabrice, en attendant qu'on soit amené à rediscuter peut-être de prochains épisodes dans ce processus de divulgation. On l'a vu avancer là depuis un an et demi. À ton avis, en extrapolant, comment tout ceci va se poursuivre? Comment tu vois la suite de ce processus? Sur plusieurs plans, je pense qu'il y aura d'autres témoins qui vont sortir du bois. Pourquoi ils vont le faire? Ils vont le faire tout simplement parce qu'il y a cette nouvelle administration qui est probablement beaucoup plus encline et beaucoup plus à écouter ce type de témoignage. Je pense que le momentum, il est positif, il est encourageant. Je pense qu'il ne faut pas oublier que Grush parlait de 40 témoins qui pouvaient être cités en fait, par l'inspecteur général pour donner des informations. Donc, il en reste encore pas mal. Et des gens de qualité, à mon avis, ils en ont sous le coude. Quand je dis « ils », c'est les gens qui sont pro-divulgation. Donc, je m'attends à avoir plus d'audience de manière plus fréquente. Je m'attends aussi à avoir des documents qui sortent, peut-être des vidéos. Et puis une pression plus grande au niveau de la législation, avec des textes de loi qui vont probablement finir par passer, parce qu'ils vont remettre la compresse. Donc encore une fois, c'est un travail de longue haleine. Donc ça, c'est au niveau politique américain. Sinon, au niveau international, je ne vois pas d'autres choses qui pourraient venir d'autres pays. Je pense qu'on est plutôt dans du statu quo.
Bah écoute, je te propose qu'on se retrouve là d'ici quelques mois pour le prochain épisode de cette longue série de divulgation. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup d'avoir pris le temps de décrypter cette actualité UFO pour nous et de venir nous la partager. Un grand, grand merci Fabrice. Ouais, merci Guillaume. Merci. Les Nuréens, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous aurez pu apprendre. J'imagine que vous êtes allé vous renseigner à droite, à gauche avant qu'on ne diffuse cette émission-là sur cette nouvelle audience au Congrès. Là, on tenait à vous proposer un état des lieux, un vrai débrief sur ce qui s'est dit. Donc j'espère que vous en aurez appris quand même un petit peu. Merci pour votre présence avec nous ce soir. On continue à s'intéresser à tout ça dans les mois à venir. En attendant, n'oubliez pas, gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. À très bientôt tout le monde. Ciao! Pensez-vous, juste pour le compte-rendu, que le gouvernement fédéral ou une partie du gouvernement fédéral dissimule sciemment des preuves sur les pans au public? Oui, monsieur. À 100%. Oui. Oui. Merci.